le Québec a eu à prendre bien des décisions dans sa façon de produire l'électricité. Il paraît évident que ces choix ont souvent privilégié l'énergie hydroélectrique, comme le démontre bien ce graphique. Si on écartait cette source d'énergie, les autres sources se partageraient à peu de choses près ce qui reste de la production à part égale. Mais en 2012, la seule centrale nucléaire en opération a fermé ses portes. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ces choix en matière d'énergie? Rappelons d'abord ce qui motive le Québec à opter pour l'hydroélectricité. Ici, on a de l'eau, beaucoup d'eau. Les rivières du Québec possèdent un bon débit permettant de produire une quantité importante de courant électrique. De plus, la construction de barrages et la mise en place de réservoirs permettent d'augmenter considérablement la production de courant. Le Nord nous permet de manœuvrer avec les rivières. En effet, la très faible densité de population qui s'y trouve nous permet d'inonder de vastes territoires. Rappelons que s'il était un pays, le Québec serait le 11e pays le moins densément peuplé au monde et que, de surcroît, cette population est presque entièrement installée le long de la frontière américaine, au sud de la province. Pour augmenter le débit de certaines rivières, on peut donc se permettre d'en détourner d'autres. Ainsi, les détournements de quelques rivières, dont le fleuve Eastman et la rivière Kaniapisco, nous permettent de pratiquement doubler le débit de la rivière La Grande. Pourtant, le débit, ce n'est pas tout. Les rivières de la Montérégie en général ont deux problèmes en commun. Le territoire plat ne permet pas la construction d'un barrage et la mise en place d'un réservoir, et la densité de population y est importante. En ce qui concerne le fleuve Saint-Laurent, où le débit n'est vraiment pas un problème, ajoutons que les centrales qu'on y construit ne doivent pas causer une entrave à la circulation maritime. Le Nord a un autre gros avantage. Il est assis sur la province géologique du Grenville, constituée d'une roche non seulement très résistante à l'érosion, mais formant un relief montagneux, avec, par endroits, une très forte dénivellation. Il est donc difficile pour la rivière de se frayer un chemin à côté du réservoir. Ce n'est pas un hasard si les rivières qui nous intéressent se trouvent presque toutes dans cette région. Les deux plus grands complexes sont ceux de la rivière La Grande, près de la baie James, et de la rivière Manicouagan, sur la côte nord. Pour donner une idée du potentiel énergétique de l'énergie hydroélectrique, voici un graphique représentant les meilleurs parmi les différents types de centrales. Portons une attention particulière au plus puissant parc éolien du Québec. Sa puissance n'est même pas comparable à celle de la centrale Robert-Bourassa, située dans le complexe La Grande. Et la réalité, c'est qu'on utilise beaucoup d'électricité. Le fait que nous soyons dans un pays nordique, comprenant un hiver froid, nous oblige à consommer beaucoup d'électricité en chauffage. De plus, nos industries, et plus spécialement nos alumineries, demandent une grande quantité de courant. À long terme, l'arrivée de l'automobile électrique et la hausse du prix des hydrocarbures risquent de faire exploser la demande en énergie. Ces grands besoins nécessiteront une grande production d'énergie. À l'heure où on se parle, malgré les coûts de construction titanesques, l'hydroélectricité demeure le choix logique pour le Québec. En effet, mis à part l'énergie thermique, l'hydroélectricité offre le meilleur prix au kilowattheure selon les données fournies par Hydro-Québec, tel que l'illustre le graphique suivant. Et la forte opposition à l'énergie thermique nous impose d'aller vers l'hydroélectricité. À l'heure où on se parle, le prix des hydrocarbures nous oblige à vendre nos surplus d'électricité à bas prix, mais la fermeture des centrales au charbon de l'Est des États-Unis diminuerait significativement la pollution atmosphérique. Rappelons que les vents dominants en Amérique du Nord soufflent vers le nord-est, ce qui fait que la pollution chimique émise par les industries et les centrales américaines et ontariennes est poussée directement vers le Québec. À long terme, la vente d'électricité aux Américains pourrait donc devenir non seulement une source de revenus importante pour le Québec, mais aussi une solution à ce type de pollution.
Rappelons aussi qu'en 2011, 42% de l'énergie produite aux États-Unis provenait de leurs centrales au charbon et 25% de leurs centrales au gaz naturel. Du côté de nos voisins de l'Ouest, l'Ontario, ils ont principalement opté pour l'énergie nucléaire. C'est tout de même l'hydroélectricité qui domine la production d'énergie au Canada et représente 60% de notre production. Et il faut dire que le Québec influence sans doute à la hausse ce pourcentage puisqu'il produit presque exclusivement de ce type d'énergie. Notre grande richesse que sont nos cours d'eau nous procure donc non seulement un avantage au point de vue environnemental, mais aussi un avantage économique. En comparant avec les autres grandes villes nord-américaines, on peut constater que nous sommes l'endroit où l'électricité coûte le moins cher pour le secteur résidentiel et seul Winnipeg offre un meilleur tarif aux industries de grande puissance comme les alumineries. Notons que le Manitoba, tout comme le Québec, mise principalement sur l'hydroélectricité. La question de l'énergie est une question d'actualité qui mérite qu'on s'y intéresse. On ne fait que commencer à découvrir les richesses minières du Québec en termes de combustibles fossiles. Les récents débats sur le pétrole d'Anticosti ou les gaz de schiste montrent bien que l'opinion publique est divisée sur le sujet et qu'il vaut mieux se questionner rapidement sur nos positions par rapport à ces enjeux. Les centrales thermiques, et notamment celle de Bécancour, éveillent aussi des questions au sein de la population, qui est généralement contre ce type de centrale, tout comme l'usage du nucléaire d'ailleurs. La vérité, c'est qu'on ne connaît que très peu l'ampleur des conséquences que peut engendrer le réchauffement climatique. Et pourtant, l'exploitation de nos ressources naturelles en combustibles fossiles pourrait devenir une énorme source de revenus considérant l'augmentation probable du prix de ceux-ci. N'étant pas une source d'énergie renouvelable, l'extraction est de plus en plus coûteuse et occasionne une montée des prix du pétrole. La construction du complexe hydroélectrique de la Romaine ainsi que de plusieurs parcs éoliens et bien sûr le développement de nouvelles sources d'énergie comme l'hydrolien, le géothermique ou l'énergie solaire pourraient sans doute nous aider à produire davantage de courant que l'on pourrait ensuite revendre à nos voisins du Sud pour les inciter à fermer leurs centrales au charbon. Il faut aussi considérer que nos demandes en énergie augmentent et que le développement de la technologie en lien avec la voiture électrique ne fera rien pour diminuer la demande. Au contraire, elle risque de la faire atteindre des sommets inégalés. Les questions épineuses au sujet de l'énergie étaient et demeurent donc un grand débat de société sur lequel il faut se pencher. Les réfrigérateurs ou les laveuses-sécheuses et lave-vaisselle nous ont sans doute bien simplifié la vie, mais elles ont aussi augmenté considérablement nos besoins en énergie. La voiture électrique ne la fera que décupler. On ne peut pourtant pas consommer plus et produire moins. Il faudra donc trouver des moyens pour réduire notre consommation en optant pour des appareils moins énergivores, par exemple. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, les citoyens québécois feraient bon de rester bien au courant de ce qui se trame côté énergie. Ils pourraient avoir à prendre des décisions plus tôt que plus tard sur l'avenir de leur choix en matière d'électricité.